L'autre visage de l'Ouest sauvage, les madames et les bordels qui ont défini la frontière. Dans les plaines arides de l'Ouest sauvage, où la loi était un concept constamment contesté, il existait un coin caché qui portait le pouls de la frontière, les bordels. Ces établissements, avec leurs lueurs troubles provenant des lampes à gaz et leurs portes dorées, étaient bien plus que de simples refuges pour les hommes fatigués. Ils étaient des centres de pouvoir où des femmes comme Julia Bulett, la madame de Virginia City, ou Pearl Dare, la colombe tachetée de Cripple Creek, ne se contentaient pas de diriger leurs affaires, mais tissaient également des réseaux d'influence dans une société marquée par le chaos et l'opportunité. Quels secrets les bordels de l'Ouest sauvage cachaient-ils? Les portes dorées de l'Ouest sauvage, l'essor des bordels. Au milieu et à la fin du XIXe siècle, pendant l'expansion vers l'ouest des États-Unis, un phénomène socio-culturel est apparu, qui s'est profondément entremêlé avec l'histoire de la région. Les bordels. Ces établissements, également appelés maisons de divertissement nocturne, pour tenter de masquer leur véritable nature, étaient une réponse aux besoins des hommes qui se déplaçaient vers les nouvelles villes minières et les établissements de la frontière à la recherche de fortune. Tandis que les mineurs, les cow-boys et les hors-la-loi traversaient les vastes territoires de l'Ouest, les bordels apparaissaient comme des lieux de repos, de réconfort et souvent d'évasion. L'essor de ces établissements était étroitement lié à la ruée vers l'or de 1848, qui attira des milliers d'hommes de tout le pays et du monde entier. Ces hommes, loin de chez eux et dans des environnements hostiles, trouvaient dans les bordels un soulagement à leur solitude et un besoin de compagnie. La demande croissante pour ces services fut immédiate, et bon nombre des premiers bordels furent fondés par des femmes qui savaient saisir cette opportunité. Parmi les premières femmes à entrer dans ce métier figurait Ah Toy, une Chinoise née à Canton, qui arriva à San Francisco en 1849. Avec un mélange de ruse et de pragmatisme, Ah Toy ouvrit l'un des premiers bordels prospères de la ville. Son succès ne tenait pas seulement à sa capacité à gérer les affaires, mais aussi à son unicité en tant que femme étrangère dans une société de frontières dominée par les hommes. L'adoption de la loi sur les terres de 1862, qui offrait des terres gratuites aux colons, accéléra encore la migration vers l'ouest. Les nouvelles populations, qui s'établirent rapidement dans des endroits comme le Nevada, le Colorado et l'Arizona, donnèrent naissance à des villes fantômes, des établissements éphémères qui croissaient rapidement avec l'arrivée de milliers de personnes, mais qui manquaient de structures sociales et légales établies. Dans ce vide de normes, les bordels prospérèrent. Alors que les villes fantômes cherchaient à attirer des hommes pour travailler dans les mines, elles manquaient des infrastructures nécessaires pour répondre aux autres besoins humains. C'est dans ce vide que les madames réussirent à se tailler un créneau crucial. Non seulement elles fournissaient un service très demandé, mais elles devinrent aussi des piliers de leur communauté. Le manque de loi dans ces établissements favorisa une société où la moralité et les conventions étaient flexibles, et les madames, comme Mary Catherine Haroney, mieux connue sous le nom de Big Nose Kate, représentaient une forme de pouvoir et d'autonomie dans un territoire où les femmes n'avaient pas de voix dominante. Malgré leur importance économique et sociale, les bordels étaient perçus avec ambiguïté par la société de l'époque. Si certains les considéraient comme fournissant un service nécessaire aux communautés, ils n'étaient pas exempts de critiques. En 1865, le Kansas City Times publia que ces lieux fournissaient un service, mais ils étaient une plaie morale. Cette contradiction reflète le conflit que ces établissements généraient. Ils étaient revus comme un mal nécessaire, mais aussi comme un reflet de la décadence morale de la frontière. Malgré les critiques, de nombreuses femmes qui travaillaient dans ces établissements, comme Éléonore Dumont, connue sous le nom de Madame Moustache, réussirent à s'affirmer dans un monde dominé par les hommes. Éléonore Dumont, par exemple, devint célèbre non seulement en tant que croupière réussie, mais aussi pour avoir dirigé son propre établissement à Nevada City, en Californie, dans les années 1850, l'ambiguïté de la vie dans les bordels. Les vies des femmes qui travaillaient dans ces bordels, notamment celles qui les dirigeaient, étaient pleines de paradoxes. Beaucoup d'entre elles, comme Lily, une femme qui écrivit une lettre en 1875 décrivant son travail de danseuse professionnelle, utilisaient des euphémismes pour maintenir les apparences avec leur famille et la société. Malgré les difficultés, ces femmes construisirent des vies et des carrières dans un environnement où la loi était incertaine,
mais où elle savait saisir les opportunités qui se présentaient à elle. Les reines de la nuit, les madames légendaires qui ont défini l'Ouest sauvage. Dans le paysage inhospitalier et impitoyable de l'Ouest sauvage, où la loi et l'ordre étaient souvent une illusion, un groupe de femmes défia les conventions sociales et construisit des empires de pouvoir et d'argent. Ces femmes, connues sous le nom de madame, ne se contentaient pas de diriger des bordels à la frontière, mais elles devinrent également des femmes d'affaires astucieuses, des figures d'influence et des survivantes dans un monde dominé par les hommes. Entre leurs mains, les bordels n'étaient pas seulement des maisons de plaisir, mais des centres de pouvoir, où des décisions cruciales étaient prises et des alliances tissées qui définissaient la vie dans les villes frontalières. Au fil des ans, certaines madames laissèrent une marque indélébile sur l'histoire de l'Ouest sauvage, assurant que leur héritage perdurait au-delà de leur profession. Pearl II, Julia Bullett et Mattie Silks sont trois de ces femmes exceptionnelles dont les histoires transcendent le stigmate de leur métier, les transformant en figures emblématiques d'une époque turbulente et fascinante. L'une des madames les plus remarquables de l'histoire de l'Ouest sauvage était Pearl II, surnommée la Colombe tachetée de Cripple Creek, Colorado. Son ascension au pouvoir fut marquée par la ruée vers l'or de la fin du XIXe siècle, un phénomène qui attira des milliers d'hommes à la recherche de fortune. Tandis que ces hommes travaillaient sans relâche dans les mines, beaucoup cherchaient refuge dans les bordels de la ville et Pearl y bâtit un empire. Son établissement, The Old Homestead, devint un lieu opulent et luxueux où les hommes riches arrivant à Cripple Creek se sentèrent chez eux. Pearl ne ménagea pas ses efforts pour s'assurer que son bordel fût le plus exclusif de la ville. Ses chambres étaient élégantes, son service impeccable, et son style raffiné fit d'elle l'une des femmes les plus puissantes et respectées de la ville. Cependant, la vie de Pearl prit fin tragiquement. En 1897, à l'âge de 32 ans, elle mourut d'une overdose de drogue, choquant la communauté. Sa mort marqua la fin de son règne et laissa un vide qui ne fut jamais comblé. Malgré sa mort prématurée, le nom de Pearl reste synonyme de luxe et de pouvoir dans l'Ouest sauvage. Julia Bullett, surnommée la reine de Virginia City, était une madame dont l'histoire défia les attentes de l'époque. Née à la Nouvelle-Orléans, Julia s'installa à Virginia City dans les années 1860, pendant la ruée vers l'argent. Malgré la nature controversée de son métier, Julia parvint à gagner le respect de la communauté, ce qui était inhabituel pour une femme dans sa position. Julia n'était pas simplement une madame, c'était une femme généreuse et charismatique, connue pour offrir un foyer et un refuge aux mineurs qui passaient des semaines ou des mois dans les mines. Son établissement devint un lieu de rassemblement clé pour les hommes solitaires en quête de compagnie. De plus, contrairement à beaucoup d'autres femmes de son métier, Julia gagna la reconnaissance sociale, étant même nommée membre honoraire de la brigade locale des pompiers, un honneur qui brisait les conventions de l'époque. Cependant, sa vie se termina tragiquement. En 1867, Julia fut tuée par un voleur dans son propre bordel. Sa mort choqua tellement la communauté qu'un jour de deuil fut déclaré en sa mémoire. Son héritage reste celui d'une femme qui brisa les barrières de son époque, montrant que les madames de l'Ouest n'étaient pas seulement des femmes de plaisir, mais aussi des femmes de pouvoir et de compassion. Tandis que de nombreuses madames se contentaient de gérer leur bordel, Mattie Silks alla plus loin. Considérée comme l'une des femmes d'affaires les plus astucieuses de l'Ouest sauvage, Mattie construisit un empire de bordel à Denver, Colorado, dans les années 1870 et 1880. Son succès ne tenait pas seulement à sa beauté ou à sa capacité à gérer les clients, mais aussi à sa capacité de négociation, de leadership et à sa protection des femmes qui travaillaient pour elle. De plus, Mattie était connue pour sa rivalité avec une autre madame célèbre, Katie Fulton, une dispute qui culmina en un duel public en 1875. Le duel, auquel assistèrent de nombreux témoins, ne fit qu'accentuer son statut légendaire. Dans l'Ouest sauvage, où la loi était souvent floue, des femmes comme Mattie gagnaient le respect par leur ruse et leur détermination. Ce qui distinguait Mattie de nombreuses autres madames était son attitude commerciale. Elle considérait sa profession comme une entreprise légitime et non comme quelque chose qui devait être honteux pour les femmes impliquées. Dans ses propres mots, Mattie disait « Je me suis lancée dans le commerce du plaisir pour des raisons commerciales et pour aucune autre.
C'était une manière pour une femme, à l'époque, de gagner de l'argent et je l'ai fait. Les madames de l'Ouest sauvage, comme Pearl de Julia Bullett et Mattie Silks, n'étaient pas seulement des figures de pouvoir, mais aussi des symboles de résistance et d'autonomie dans un monde dominé par les hommes. À travers leurs histoires, nous pouvons voir comment ces femmes façonnèrent leur destin, défiant les normes sociales et économiques de leur époque. Malgré les adversités, ces femmes bâtirent des empires, gagnèrent le respect et, dans de nombreux cas, trouvèrent une forme d'indépendance économique qui était inaccessible à la plupart des femmes de leur époque. Leur héritage va au-delà des bordels qu'elles dirigeaient. Elles sont des exemples de courage, d'intelligence et de détermination. À une époque et dans un lieu où les opportunités pour les femmes étaient limitées, les madames de l'Ouest sauvage trouvèrent des moyens de prospérer. Elles étaient des pionnières qui, avec élégance, ruse et courage, laissèrent leur empreinte dans l'histoire de l'Ouest. Le secret des colombes souillées de l'Ouest ancien. Dans l'Ouest sauvage, un monde de risques et d'opportunités, les femmes connues sous le nom de colombes souillées jouèrent un rôle crucial, bien que souvent négligé dans l'histoire. Ces femmes travaillaient dans les bordels et les saloons des villes frontalières, offrant de la compagnie aux hommes solitaires qui arrivaient en quête de fortune ou de divertissement. Bien que leur vie fût marquée par la marginalisation, le stigmate et la violence, leur présence était essentielle à l'économie des villes en plein essor, qui dépendait d'elles pour maintenir la vie nocturne et sociale. Les colombes souillées étaient, dans bien des cas, des survivantes. Malgré les conditions de vie difficiles, maladies, exploitation, abus, certaines réussirent à se transformer en femmes de grand pouvoir et d'influence. Un exemple notable est Chicago Joe Hensley, qui arriva à Helena, Montana, pendant la ruée vers l'or des années 1860. Grâce à son astuce et à son sens des affaires, Joe passa de simple travailleuse dans un bordel à propriétaire de plusieurs bordels, accumulant richesse et respect. Son histoire reflète comment la résilience et l'ingéniosité étaient essentielles pour prospérer dans un environnement aussi hostile. Cependant, malgré le mépris généralisé à leur égard, les colombes souillées n'étaient pas simplement des victimes. Souvent, elles gagnaient le respect de la communauté et jouaient un rôle clé dans le bien-être des villes frontalières. Un exemple clair est Diamond Jesse Heyman, qui prospéra pendant la ruée vers l'or du Klondike et après son retour à San Francisco, se consacra à la philanthropie, aidant les personnes dans le besoin. Jessie représentait l'une de ces nombreuses femmes qui, malgré le fait qu'elles étaient vues comme la lie de la société, étaient en réalité des pionnières qui défiaient les normes de leur époque. Dans des lieux comme Tombstone, Arizona, la solidarité prospéra également parmi les colombes souillées. Lorsque Birdie the Nightingale tomba gravement malade, la communauté se rassembla pour prendre soin d'elle, montrant qu'en dépit du stigmate social, ces femmes pouvaient aussi recevoir soutien et respect en période de besoin. Cette solidarité servit de rappel de l'humanité qui se cachait derrière la vie de ces femmes. Malgré les adversités, les colombes souillées laissèrent une marque indélébile sur l'Ouest sauvage. Leurs histoires, marquées par la lutte, le sacrifice et le courage, reflètent un aspect important de l'histoire de la frontière qui a souvent été négligé ou minimisé. Des gentlemen en jupe. Dans l'Ouest sauvage, où les normes sociales étaient plus flexibles que beaucoup ne l'imaginent, certains hommes défièrent les conventions de genre en s'habillant en femmes. Cela se produisait principalement dans les saloons et les bordels, où la rareté des femmes créait une demande insatisfaite de compagnie féminine. Il ne s'agissait pas d'une tromperie, mais d'un acte d'adaptation pour survivre dans un environnement hostile. Des figures comme Harry E., connu sous le nom de Squinty Sue, devinrent populaires, adoptant une identité féminine non seulement pour gagner de l'argent, mais aussi pour profiter d'un espace social plus fluide et libre. Un autre cas notable fut celui de Fernando, un homme vivant à Virginia City, qui adopta une personnalité féminine complète, gagnant l'affection de la communauté et participant activement à la vie sociale de l'endroit. De plus, Jean Bonnet, un immigré français vivant en tant qu'homme, brisa les normes de genre et devint un défenseur des droits des colombes souillées, contribuant à améliorer leurs conditions de travail et sociales. Ces hommes qui s'habillaient en femmes défiaient non seulement les attentes de genre, mais reflétaient également la fluidité des rôles sociaux dans l'Ouest. Malgré l'acceptation et le rejet qu'ils rencontrèrent, ces hommes démontrèrent
que l'adaptabilité humaine était une caractéristique fondamentale de l'Ouest sauvage, où les règles de coexistence étaient souvent plus flexibles et changeantes que la société traditionnelle ne voulait bien l'admettre. Le voile de velours, l'impact économique et social des quartiers de prostitution de l'Ouest sauvage. Les quartiers de prostitution de l'Ouest sauvage, où prospéraient les bordels, eurent un impact crucial sur l'économie et la vie sociale des communautés minières. Ces établissements, bien qu'entourés de controverses, devinrent des moteurs économiques essentiels dans des villes comme Virginia City et San Francisco pendant la ruée vers l'or. Dans les années 1850, lorsque des milliers d'hommes arrivèrent à l'Ouest en quête de fortune, la rareté des femmes créa une opportunité pour de nombreuses femmes prêtes à travailler dans des bordels. Julia Bullitt, une madame à Virginia City, dirigeait une entreprise prospère qui non seulement offrait du divertissement, mais finançait également des travaux publics tels que des écoles et des hôpitaux, démontrant l'impact économique positif de ces établissements. Les bordels servaient également une fonction sociale importante. Bien que les femmes dans ces entreprises fussent stigmatisées, certaines, comme Pearl II au Colorado, gagnèrent le respect de la communauté et participèrent à des causes locales. À San Francisco, Ah Toy, une immigrée chinoise, non seulement dirigeait un saloon prospère, mais militait également pour les droits des femmes et des minorités, établissant des précédents juridiques pour la protection de ces groupes. Cependant, les bordels étaient aussi des centres de violence, d'abus de substances et de maladies. Mattie Silks, une madame à Denver, fut impliquée dans plusieurs incidents violents, tandis que la propagation de maladies comme la syphilis était courante. Néanmoins, certaines madames, comme Mattie Silks, mirent en place des mesures de prévention sanitaire pour protéger leurs travailleuses. Malgré l'ambiguïté juridique entourant leur existence, les quartiers de prostitution étaient reconnus comme des éléments vitaux pour l'économie des villes minières. À Deadwood, Seth Bullock, le shérif local, autorisa le fonctionnement des bordels sous certaines régulations, reconnaissant leur importance économique. En ce sens, bien que souvent considérés comme illégaux, les bordels étaient tolérés par les autorités en raison de leur pertinence dans la vie locale. Les bordels servaient aussi de creuset culturel. Des femmes de diverses origines ethniques, telles que des Chinoises, des Afro-Américaines et des Latinas, trouvèrent dans ces saloons une occasion de forger des vies indépendantes. Des figures comme Ah Toy et Mary Ellen Pleasant brisèrent les barrières sociales, tandis que des femmes amérindiennes comme Maria Gertrudis Barcelo exercèrent leur pouvoir au sein de leur communauté à travers leurs affaires. Cette rencontre culturelle transforma les bordels en espaces d'interaction sociale complexe, où tradition, lutte et opportunités se mêlaient dans un contexte d'inégalité raciale et de genre. L'héritage secret des bordels qui ont façonné les quartiers de prostitution. Les bordels historiques ont non seulement donné naissance aux quartiers modernes de prostitution, mais ont également joué un rôle crucial dans le développement social et culturel des villes où ils prospéraient. Ces lieux, au-delà d'être de simples refuges pour le plaisir, sont devenus des centres de transgression sociale, laissant une empreinte durable sur l'architecture et la structure des quartiers modernes du vice. À la fin du XIXe siècle, le Chabanais, fondé en 1878 à Paris, représentait l'apogée du luxe et de la décadence. Avec ses intérieurs opulents et ses chambres thématiques, telles que la célèbre chambre japonaise avec une baignoire en or, le Chabanais ne se contentait pas de satisfaire des désirs charnels, mais était également un symbole de l'élite parisienne. Il était fréquenté par des figures comme Toulouse-Lautrec, Guy de Maupassant et le roi Édouard VII d'Angleterre, l'un de ses clients réguliers. Ce bordel établit une profonde connexion entre vice, luxe et art, une influence qui persiste dans la conception des quartiers modernes de prostitution de luxe, où transgression et accès restreint continuent de marquer le ton. Aux États-Unis, Storyville, à la Nouvelle-Orléans, fondée en 1897, était une adaptation du modèle européen. Bien que moins luxueux, Storyville était une tentative de réguler et de concentrer la prostitution dans une zone délimitée, tout en favorisant principalement la ségrégation sociale, avec des bordels allant de maisons somptueuses à des cabanes modestes. Il était également un centre culturel où des artistes et écrivains comme Louis Armstrong trouvèrent leur inspiration. Storyville reflétait la complexité de la morale victorienne aux États-Unis et l'influence de l'architecture des bordels européens,
adaptées aux réalités sociales et juridiques de la Nouvelle-Orléans. Au Japon, le quartier de Yoshiwara à Edo, l'actuel Tokyo, était un modèle urbain exemplaire du XVIIe siècle. Sa conception structurée, en tant que quartier clôturé avec des rues organisées en grilles, influença l'organisation de nombreux quartiers modernes du vice. Au-delà d'être un centre de plaisir, Yoshiwara était aussi un pôle culturel, où les arts traditionnels japonais, comme le kabuki et la poésie haïku, étaient célébrés. Les courtisanes de Yoshiwara, considérées comme des figures de haute sophistication, étaient des symboles d'élégance et de culture, reflétant le contrôle social et les divisions de classe qui définissaient ce quartier. L'influence des premiers bordels luxueux, comme le Chabanais, Storyville et Yoshiwara, s'étend aux quartiers modernes de prostitution, dans des villes comme Amsterdam et Hambourg. Bien que plus discrets, ces lieux maintiennent toujours la séparation de la société dominante et sont situés dans des zones périphériques. Malgré leur isolement, ces quartiers demeurent des centres de transgression et d'expression culturelle, où les frontières entre la moralité sociale et la transgression se brouillent, créant une structure parallèle où le vice est à la fois rejeté et accepté. À travers l'histoire, les quartiers de prostitution ont représenté à la fois le péché et le salut. Ils sont des refuges pour ceux qui se trouvent en marge de la société, reflétant les tensions entre désir et normes sociales. Bien qu'ils continuent d'être sujets à des débats moraux et législatifs, il ne fait aucun doute qu'ils ont été fondamentaux dans la structure sociale, offrant un espace pour l'expression culturelle et artistique. Ils témoignent de la manière dont la transgression et le vice sont des éléments intrinsèques au développement des cultures humaines. Le parcours des bordels de luxe de Paris et Tokyo jusqu'aux quartiers modernes de prostitution démontre que ces lieux ne sont pas simplement des espaces de plaisir, mais aussi des centres de pouvoir, de culture et d'identité, défiant et reflétant en permanence les dynamiques sociales de la moralité et de la transgression. Le déclin et la renaissance des bordels de l'Ouest. Lorsque le soleil se couche sur les plaines arides du Far West, c'est aussi l'extinction des lumières d'un monde, bien que mystérieux et controversé, qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire américaine. Les bordels de l'Ouest. Ces établissements, connus pour leur nature clandestine et leur rôle économique vital, ont connu leur apogée pendant les années de la ruée vers l'or et l'expansion vers l'Ouest. Cependant, avec l'aube du XXe siècle, l'ère des ombres écarlates a commencé à s'effondrer, marquée par un enchevêtrement de changements sociaux, législatifs et économiques qui ont modifié le paysage des bordels et des femmes qui les dirigeaient. À la fin du XIXe siècle, le Far West était déjà témoin de la disparition de nombreux traits qu'il avait définis. La légende du pistolero, la ruée vers l'or et les bordels florissant à la périphérie du nouveau pays. L'ère victorienne, marquée par sa morale rigide, commençait à céder la place à une société plus progressiste, où la lutte pour les droits des femmes commençait à prendre de l'ampleur. Les femmes n'étaient plus destinées à être de simples figures soumises, comme le dictaient les codes victoriens stricts. Elles commençaient à revendiquer leur place dans la société de manière plus active et indépendante. Des leaders influents comme Elizabeth Cady Stanton et Susan B. Anthony ont dirigé le mouvement suffragiste, qui non seulement militait pour le droit de vote des femmes, mais remettait également en question les structures traditionnelles de la féminité. Cette lutte pour l'égalité des droits a irrémédiablement modifié la perception sociale des femmes travaillant dans les bordels, qui étaient souvent vues avec mépris comme des femmes déchues, sans morale ni dignité. Dans ce contexte, la société a commencé à reconsidérer le concept même de la femme respectable, forgeant une distinction croissante entre celle qui faisait partie de ce nouveau paradigme social et celle qui demeurait aux marges de la société. Le suffrage féminin, acquis en 1920 avec la ratification du 19 amendement, a constitué une étape décisive qui a scellé ce changement d'époque. L'avancement des femmes dans la vie publique et politique a non seulement défié la discrimination de genre, mais a aussi contribué à la délégitimation croissante des bordels. Ces établissements, autrefois considérés comme une partie intégrante de la vie sur la frontière, étaient désormais rejetés sur les plans moral et juridique. Parallèlement, des actions législatives ont joué un rôle crucial dans le déclin des bordels dans l'Ouest. En 1911, la Commission de l'immoralité de Chicago, dirigée par Catherine B. Davis,
a publié un rapport qui a déclenché une répression nationale des établissements de prostitution, motivée par la morale publique et les préoccupations croissantes concernant l'exploitation des femmes. Ce n'était que le début d'une série de réformes culminant avec le passage du Mann Act en 1910, conçu pour éradiquer le trafic d'êtres humains, mais affectant directement les bordels en les associant à des pratiques illégales et exploitantes. Bien que la loi visait à limiter le trafic des femmes, les conséquences de cette législation ont été profondes et de nombreux bordels ont été contraints de fermer leurs portes, tandis que d'autres ont dû fonctionner clandestinement ou se transformer en entreprises moins visibles. L'apogée de nombreuses patronnes, comme la célèbre Chicago Jo Hensley à Helena, Montana, s'est terminée lorsque le tournant du siècle a apporté des pressions sociales et économiques qu'elles n'ont pas pu résister. Le cas de Jo Hensley est emblématique d'une époque de transition, où le commerce florissant d'autrefois s'est effondré sous le poids de nouvelles réglementations, de la morale publique et des demandes sociales changeantes. En plus des changements sociaux et législatifs, l'économie du Far West a également eu un impact direct sur le déclin des bordels. La ruée vers l'or, qui avait alimenté l'expansion des villes minières et la demande pour les services des femmes de la nuit, est rapidement devenue histoire. Au lieu de cela, la découverte de l'or en Alaska en 1896 a détourné l'attention de nombreux prospecteurs vers le nord, réduisant ainsi la clientèle dans les zones de l'Ouest où les bordels prospéraient. Les mineurs, aventuriers et commerçants qui encombraient autrefois les villes minières se sont tournés vers de nouvelles opportunités économiques, et avec eux, les opportunités pour les établissements de nuit se sont évanouies. La Grande Dépression de la fin des années 1920 a infligé un autre coup dévastateur à l'industrie. La perte de pouvoir d'achat parmi les clients, associée à l'insécurité économique de l'époque, a conduit de nombreux bordels à la faillite. Le luxe et l'abondance qui caractérisèrent autrefois ces établissements ont disparu, et ce qui était jadis une entreprise prospère est devenu l'ombre de ce qu'elle avait été. Cependant, ce n'était que le prélude à une transformation. Bien que la fin des bordels traditionnels semblait proche, cela ne signifiait pas nécessairement leur disparition totale. Au contraire, les bastions de l'industrie ancienne se sont adaptés aux nouveaux temps et aux nouvelles réalités sociales et juridiques. Dans certains endroits du Nevada, par exemple, des bordels licenciés ont continué à fonctionner sous des régulations spécifiques, devenant les derniers vestiges d'une époque révolue qui, d'une certaine manière, préservait le souvenir d'un temps où ces maisons étaient le centre de la vie nocturne dans l'Ouest. Ces bordels légaux, désormais réglementés et opérant principalement de manière transparente, non seulement ont survécu mais ont évolué. Dans la société moderne, ces établissements ne sont plus les tabous sombres qu'ils étaient autrefois, mais des entreprises légitimes dans une économie étatique. Ainsi, l'écho des bordels de l'Ouest demeure vivant dans les structures légales et commerciales actuelles, bien qu'il prenne une forme très différente de celle de son apogée. La perspective cinématographique. Entre réalité et fiction dans le Far West, les établissements nocturnes du Far West ont, en essence, été un aimant pour les conteurs et les cinéastes qui ont façonné leur histoire avec un mélange de mystère, de séduction et de danger. Au fil des ans, ces nids nocturnes sont devenus un thème récurrent dans la littérature, le cinéma et la télévision, créant un récit qui parfois frôle la légende, tandis qu'à d'autres moments, il approche dangereusement des réalités plus sombres de leur époque. Cependant, au-delà de la fascination pour la prostitution dans l'Ouest, c'est le contraste entre la fantaisie et la vérité historique qui rend ces récits si captivants. Les nids nocturnes du Far West n'ont pas seulement habité l'imaginaire populaire, mais sont aussi devenus du matériel littéraire. Dans des œuvres comme Painted Ladies de James Reasoner, publié dans les années 1870, la vie des patronnes est dépeinte avec un grand drame. À travers son protagoniste, Lily Langry, l'auteur nous invite à explorer le contraste entre la façade opulente et colorée des salons de nuit et les luttes personnelles des femmes qui les dirigeaient. Tout comme les véritables madames de l'Ouest, Langry se confronte au dilemme d'être perçue comme une femme de mœurs douteuses, tout en naviguant dans les défis émotionnels et économiques de sa vie dans un monde dominé par les hommes. Dans la littérature, ces salons sont décrits comme des lieux de désir et de tension, mais aussi comme des centres de pouvoir complexes où les femmes pouvaient négocier leur indépendance, même dans un environnement profondément marqué par l'inégalité.
Le cinéma a su capturer l'attraction mystérieuse du monde nocturne de l'Ouest, mais il a aussi joué avec l'interprétation romancée de ses occupants. Dans The Misfits, 1961, un film qui réunit deux légendes d'Hollywood, Marilyn Monroe et Clark Gable, nous voyons comment Monroe incarne une femme qui a abandonné sa vie de prostituée en quête de rédemption et d'amour. Bien que l'histoire se déroule dans le monde moderne, il est facile de faire un parallèle avec des figures réelles comme Julia Bulett, une célèbre madame de Virginia City qui, comme Monroe, a trouvé quelque chose qui ressemblait à la paix après avoir quitté la profession. D'autre part, Unforgiven, 1992, réalisé par Clint Eastwood, plonge plus profondément dans la violence et la tension générée par ces lieux. Dans ce film, une fusillade dans un bordel déclenche toute l'intrigue et l'établissement devient un foyer de confrontation sociale. Le bordel, dans ce cas, est un microcosme des tensions au sein de la communauté. Un lieu où le désordre et la loi se mélangent dangereusement, reflétant la nature contradictoire de ces établissements, à la fois symbole d'excès et de décadence et lieu de résistance et de survie. Dans Deadwood, la célèbre série de HBO, les bordels sont représentés de manière nuancée, non pas comme de simples lieux de débauche, mais comme des entreprises légitimes jouant un rôle crucial dans l'économie des villes minières de l'Ouest. Le personnage d'Al Swearengen, un propriétaire de bordel rusé et manipulateur, reflète l'ambiguïté morale de figures historiques comme Matty Silks, qui utilisaient leur esprit et leur charisme pour naviguer dans les dynamiques complexes du pouvoir, des classes sociales et de la loi. Swearengen, avec sa présence menaçante et son sens des affaires, fait écho aux tactiques de nombreuses véritables madames qui, comme Matty Silks, étaient non seulement des femmes d'affaires, mais aussi des figures influentes dans leur communauté. Cependant, comme pour toutes les représentations médiatiques, il est nécessaire de lire entre les lignes. Tous les récits du Far West qui dépeignent les bordels et leurs occupants ne reflètent pas fidèlement la dure réalité de l'époque. Souvent, les films et les séries se concentrent sur la rédemption romantique ou la fascination pour la beauté tragique des femmes qui habitèrent ces lieux, tandis que les réalités sociales et de pouvoir sont simplifiées pour créer des récits plus digestes. Souvent, la vie des femmes dans le Far West était bien plus difficile et sombre que ce qui est dépeint à l'écran. Les risques de maladie ou les tensions sociales et légales n'étaient pas de simples intrigues secondaires. Elles représentaient des luttes quotidiennes pour nombre de ces femmes. Malgré cela, il y avait aussi des moments de compassion et de solidarité dans ces bordels, où les madames devenaient des figures protectrices pour les autres femmes sous leur toit. Le sens de la communauté dans ces lieux était, dans bien des cas, plus profond que ce que la culture populaire suggère habituellement.